Alors merci d'abord à Jean-Luc Bugeaud et au Club Penser la France de nous avoir invités aujourd'hui. Et effectivement, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit et que je partage. Je vais simplement développer donc un certain nombre de points en m'adressant non seulement à vous tous, bien entendu, mais plus spécifiquement aussi à mes camarades et amis communistes qui sont ici présents, puisqu'ils sont soumis à une pression leur présentant le boycott comme un acte lâche, comme un acte de démission, et que tout au contraire, eh bien, je vais les appeler à jouer ce qu'on appelait auparavant leur rôle d'avant-garde, en prenant au maximum, eh bien, partout où ils le pourront, la tête de ce boycott. Il y a 5 ans, le pôle de Renaissance communiste en France a lancé déjà par ses propres moyens et avec d'autres communistes une campagne pour le boycott des précédentes élections. Nous appelions cela la campagne pour l'abstention citoyenne. Et certains nous disaient alors que c'était là une contradiction, puisque abstention et citoyenneté, ça ne marche pas, paraît-il, ensemble. Il faut croire en tout cas que la plupart des ouvriers, des employés, des artisans et des jeunes de 18-25 ans ne sont vraiment pas citoyens dans ce pays, puisque 60% des gens se sont abstenus, et que dans les catégories populaires, ouvriers, employés, 18-25 ans, comme pour la Constitution européenne, eh bien, le boycott a été majoritaire. À l'époque, ce n'était pas encore perçu comme cela, c'était une simple abstention. Mais déjà, effectivement, les catégories populaires et la jeunesse avaient largement compris que cette Europe n'était pas leur chose à eux, qu'il fallait au contraire s'y opposer. Rappelez-vous, ce sont les mêmes chiffres qu'on a retrouvés pour la Constitution européenne. 72% des ouvriers ont voté contre, et quelque chose comme 65% des 18-25 ans. Donc, il y a là quelque chose qui normalement aurait dû faire réfléchir ce qu'on appelle, ou ceux qui s'appellent eux-mêmes, pompeusement, nos élites. Alors, cette fois-ci, nous allons effectivement boycotter dans un cadre beaucoup plus large, dans un cadre beaucoup plus fédérateur, avec nos camarades, nos amis des clubs Penser la France et du MPEP, et puis d'autres, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pourront nous rejoindre sur ces positions-là. Pour quelles raisons? Je vais essentiellement en énumérer 3, en essayant d'éliminer des choses qui ont déjà été dites. Et je vais d'abord commencer par rappeler que tout simplement, l'Union européenne n'est pas un cadre légitime. Nous voulons en effet faire remarquer à ceux qui nous disent tout le temps qu'il faut construire l'Europe sociale, qu'il faut mettre en place l'euro au service des peuples, qu'il s'agit là non seulement d'une utopie, mais d'un mensonge caractérisé. L'Union européenne, depuis qu'elle a été construite, l'a été uniquement sur un certain nombre d'objectifs. Elle a d'abord été construite, il faut bien le dire, pour permettre le réarmement de l'Allemagne. Elle a été construite pour installer l'OTAN à l'Europe. Elle a été construite pour faire s'écrouler, et elle a pas mal réussi de ce côté-là, les pays qui se réclamaient du socialisme à l'est de l'Europe et faire pression sur l'Union soviétique. Le résultat, du point de vue de la classe capitaliste, n'a pas été si mauvais que ça, mais du point de vue des peuples, il faut demander maintenant aux peuples des pays de l'Est ce qu'ils pensent du résultat, avec un chômage de masse, avec la précarisation absolue de l'existence, avec la disparition de tout ce qu'on pouvait appeler à l'époque les acquis du socialisme. Et disant cela, je sais bien qu'ici nous n'aurons pas tous la même opinion sur ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, à l'Union soviétique et ainsi de suite. Je fais simplement remarquer que l'Union européenne n'aurait pas été moins, mais encore plus offensive peut-être, s'il n'y avait pas eu de problème à l'Est. Parce que son ennemi, ce n'était pas les problèmes qui pouvaient se passer là-bas, les difficultés, les éléments de bureaucratisation qui sont survenus au fil du temps et ainsi de suite, c'était bel et bien de combattre le socialisme lui-même. Et donc, si vous voulez, mettons de côté tous ceux qui nous disent « mais ce n'était pas le socialisme, c'était une caricature de socialisme », chose que je ne partage pas d'ailleurs, mais peu importe, mettons cela de côté, car l'argument est faux. Si ça avait été un socialisme impeccable, il l'aurait combattu encore plus, si l'on peut dire. Bon, première chose. Deuxième chose aussi que nous pouvons constater, cette Union européenne, depuis qu'elle a été mise en place, eh bien, je vous défie, je défie quiconque, de citer une réforme positive, une réforme démocratique, que ce soit sur le terrain économique, sur le terrain social, sur le terrain, disons, en gros, des libertés, sur le terrain sociétal lui-même, si vous voulez, pour parler comme eux, en quelque sorte. Ne parlons pas des aspects militaires, hein, où quelque chose de positif ait été apporté. On me dit quelquefois, oui, mais on est en paix depuis qu'il y a l'Union européenne. Ah bon? Vous avez peut-être encore en mémoire quand même les bombardements sur Belgrade, qui, que je sache, n'est pas un pays qui se situe en Amérique du Sud ou en Afrique.
Et nous voyons bien aussi en ce moment ce qui se passe aux marges de l'Union européenne, où on peut quand même le dire, eh bien cet empire en construction qu'est l'Union européenne cherche la bagarre un petit peu partout. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect des choses, mais je ferai simplement remarquer que le MEDEF, qui joue un certain rôle dans l'Union européenne à l'heure actuelle et spécialement en France, a intitulé son manifeste « Besoin d'air », A-I-R-E, ce n'est pas simplement l'air qu'on respire, même s'il y a un jeu de mots, c'est la surface, c'est la superficie, c'est l'agrandissement qu'il vise. Et rappelez-vous qu'à l'arrière-plan de l'Union européenne, il y a maintenant le projet d'union transatlantique, ou de grand marché transatlantique, qui, après avoir dissous la France dans cette Europe des marchés, va la dissoudre dans une Europe atlantique élargie à l'échelle, au fond, des États-Unis, du Canada et de l'Europe. Donc nous sommes bel et bien devant la construction de quelque chose qui n'a rien de démocratique, qui est un empire particulièrement dangereux. Et ici, j'insisterai tout spécialement sur le fait qu'en effet, comme ça a été très brillamment dit tout à l'heure, et avec beaucoup de gravité par Jean-Luc, eh bien nous vivons les derniers moments, les derniers soubresauts de notre pays, de notre République française, avec les défauts qu'elle a pu avoir, qu'elle a encore. Moi, je suis militant communiste, je cherche effectivement à construire une toute autre république que celle qui existe, une république sociale, une république populaire, etc., où les travailleurs seront les maîtres du pays. Mais pour cela, encore faut-il que la République française existe. Et si les choses continuent comme ça, eh bien, ce ne sera plus là qu'une appellation. Le mot France lui-même deviendra une simple désignation géographique. Regardez en particulier ce qui se passe avec les propos récents de François Hollande. Regardez l'annonce qu'il a faite de la création dans ce pays de 15 eurorégions qui vont petit à petit remplacer donc les régions et les départements existants, le remplacement des communes par les métropoles, la mise en place de régions dites transfrontalières. On y a coupé de peu il y a quelque temps avec ce qui se passait en Alsace, où réellement la volonté d'abolir les 2 départements alsaciens avait pour but réel de créer une sorte de grande eurorégion rhénane avec le Bade-Wurtemberg voisin. Et donc en réalité, il n'a fallu de peu que dans le dos du peuple français, la région Alsace soit de facto annexée par le pays voisin. Regardez maintenant ce qui se passe en Bretagne, où le MEDEF breton, prenant appui en réalité sur cette euro-régionalisation, nous annonce clairement que son but n'est rien de moins, en fait, que l'autonomie, que l'indépendance, et à terme même, je dirais, que tout simplement la sécession de cette région. Il faut le voir. Regardez l'émission qui a été faite il y a quelques jours par Daniel Mermet, et vous verrez si j'exagère. Vous verrez si, quand on interroge effectivement le patronat breton, il n'a pas en tête la volonté effectivement d'avoir une région Bretagne qui va dialoguer directement avec les pays du monde entier, en passant par-dessus Paris, en sautant complètement l'échelon national. Regardez maintenant, pour ceux qui viennent du sud-ouest en particulier, les récentes déclarations de Martin Malvy, qui est le président d'une région sud-ouest de la France, et qui effectivement nous dit clairement, tranquillement, j'attends le résultat des élections en Catalogne, plus exactement du référendum en Catalogne, pour voir si la Catalogne demande son indépendance, et oui, nous y réfléchissons, nous aussi. Alors, qu'est-ce qui va rester de notre France si les choses continuent comme ça? Enlevons la Catalogne, enlevons le Pays Basque, parce que là aussi, un référendum est prévu prochainement au Pays Basque espagnol. Bien entendu, s'il se prononçait pour l'indépendance du Pays Basque espagnol, il demanderait le rattachement du Pays Basque français. Remarquez qu'à chaque fois, ce sont les régions riches qui veulent se détacher. Moi qui viens du Nord-Pas-de-Calais, qui n'est pas spécialement une région riche, je me dis que je n'aurai plus que les yeux pour pleurer, que la classe ouvrière des parties pauvres de la France sera abandonnée complètement à elle-même, et c'est le même processus auquel on a affaire dans toute l'Europe. Regardez en Italie, c'est la région nord, c'est la Lombardie, plus exactement ce qu'ils appellent la Padanie, qui rêve de se détacher de tous ces pouilleux du sud de l'Italie, en quelque sorte, parce que c'est comme ça qu'ils parlent entre eux. Regardez ce qui se passe, donc, en fait, dans la Flandre, par exemple, par rapport à la Belgique, qui veut là aussi larguer la Wallonie. Nous sommes devant un processus double, qui est à la fois un processus de saut fédéral européen, ils appellent ça comme ça, ce qui veut dire que désormais, il faut créer une union fédérale européenne en gommant complètement les nations, en faisant en sorte que, au fond, il n'y ait plus qu'un empire européen, et que dans cet empire européen, ce ne soient plus les nations qui jouent le rôle, effectivement, d'éléments de base, comme aux États-Unis, les États, c'est même pas ça. Ce seront les eurorégions qui joueront ce rôle-là, des eurorégions transfrontalières, des eurorégions, et là,
il y a un point extrêmement important qu'il faut avoir en tête, c'est cette espèce de reconstitution de la féodalité. Qu'on ne nous dise pas que c'est là quelque chose de moderne. Les nations se sont construites effectivement dans la foulée des Lumières et de la Révolution française pour précisément libérer les peuples et permettre aux peuples d'exercer une souveraineté. Ce qui précédait, ce n'étaient pas des nations, ce qui précédait, c'était de vastes empires féodaux, type Saint-Empire romain germanique, type Empire des Habsbourg autrichiens, par exemple, type Empire du Tsar, Empire russe, avec cette prison des peuples qui était la Russie, effectivement, à l'époque des Tsars. Et puis, par ailleurs, comme vous le savez, même en France, qui était le pays le plus avancé de ce côté-là, où il y avait une certaine centralisation, on avait affaire, en réalité, à des provinces où les lois n'étaient pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Vous savez que l'une des premières mesures prises par la Révolution française a consisté, effectivement, à abolir les péages intérieurs et à faire en sorte qu'effectivement la République devienne une et indivisible, c'est-à-dire avec une même loi d'un bout à l'autre du territoire. C'est cela qu'ils veulent casser. Quel progrès! Quel beau progrès! Il faut bien le voir. Il faut voir les enjeux de classe, et en particulier ici je m'adresse aux syndicalistes, je m'adresse aux militants communistes, tous les autres peuvent évidemment être bien entendu concernés, parce que ici nous sommes souvent les uns et les autres des salariés. Pourquoi le MEDEF veut-il casser la France? Il faut que vous lisiez tous, que vous fassiez cet effort de lire tous le manifeste du MEDEF intitulé Besoin d'air. C'est un texte très éclairant. Ils veulent casser la France par le haut, par l'Union européenne et l'Union transatlantique, par le bas, c'est-à-dire par les régions, pour la raison très simple que s'ils le font, eh bien tout, absolument tout, le droit social français disparaîtra. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y aura plus de convention collective nationale. Les salaires, les grilles de salaire seront fixées régionalement. Vous comprenez bien qu'ensuite, les délocalisations ne se feront même plus de la France vers les pays étrangers, mais d'une région française ou d'une ex-région française vers une autre, avec une espèce de course à l'échalote. Le patronat ira de région en région, vers le moins-disant social, vers l'endroit où on proposera les salaires les plus bas, en France même, vers l'endroit où il y aura le plus de subventions accordées par la puissance publique au patronat. Le SMIC, en tant que SMIC national, disparaîtra. Le statut de la fonction publique disparaîtra, et d'ailleurs il disparaît déjà sous les coups actuels du ministère Hollande. Et toute chose à l'avenant, pour vous qui êtes dans l'éducation nationale, c'est la mort de l'éducation nationale assurée. Cela veut dire qu'il y aura autant d'éducation que de régions, comme en Allemagne. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de CAPES, qu'il n'y aura plus d'agrégation. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de bac national. Cela veut dire qu'il n'y aura plus la possibilité pour les étudiants avec leur diplôme d'avoir un diplôme qui vaut sur tout le territoire. Cela veut dire que comme il n'y aura plus de diplômes nationaux, eh bien les salariés ne seront plus du tout face à leur patron avec une garantie. La garantie des conventions collectives qui leur permet de dire bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, j'ai droit à ça pour la métallurgie sur tout le territoire. Déjà c'est très érodé aujourd'hui, mais ça disparaîtra totalement demain. Imaginez les énormes gains de plus-value, de profit capitaliste que cela signifie pour le patronat. Besoin d'air, ça veut dire tout simplement aussi besoin de cash, besoin de profit. Et tout cela s'accompagne, je crois qu'il est utile de le dire, ça a été déjà dit tout à l'heure dans les interventions précédentes, de la volonté délibérée de casser le socle de la nation française, qu'est la langue française. Regardez bien autour de vous, faites le tour d'ailleurs de cette place, nous sommes au cœur de Paris, c'est la place de la Bastille, regardez le nombre de magasins, de boutiques, etc., où l'enseigne est en anglais. Et vous allez voir combien c'est effrayant. Vous allez voir que, en réalité, il y a, dans le Falstaff lui-même, mais encore là c'est Shakespeare, on va peut-être faire une exception pour Shakespeare, je ne suis pas contre l'anglais, je suis contre tout anglais. Ce qui se passe en effet ici, c'est que nous sommes devant une politique délibérée, loi Fioraso qui a introduit l'anglais comme langue universitaire, en violation de la Constitution française, article 2, qui dit que le français est la langue de la République. En ce moment même est discutée à l'Assemblée nationale la charte européenne des langues minoritaires et régionales. Non pas, bien entendu, pour favoriser en réalité les langues régionales, ce patrimoine de toute la nation, ce patrimoine qui devrait être enseigné pour tous ceux qui le souhaitent dans les lycées publics, dans les lycées de la République française, mais en réalité pour, comme on dit, désétablir le français, officialiser toute une série de langues concurrentes dans un maximum de territoires, et le moment venu, car il faut entendre langue régionale et minoritaire, comme le dit cette loi, faire en sorte que soit officialisé l'anglais, qui est déjà une langue minoritaire de France, puisque c'est la seule langue de travail, à notre grande honte,
dans la région parisienne pour 17% des entreprises de ce pays, et spécialement pour les plus grandes, où on n'a même plus le droit de travailler dans la langue française à Paris même. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe. Casse institutionnelle, casse sociale, casse linguistique, casse culturelle, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que la France bientôt ne ressemblera pas à ce couteau sans manche dont on a jeté la lame, dont se moquait le littérateur ou l'écrivain allemand Lichtenberg? Voilà donc sur ce plan. Le deuxième point que je voudrais maintenant aborder, c'est tout simplement pourquoi il faut boycotter à l'effet. Ce que Jacques Nikonov a dit tout à l'heure est tout à fait éclairant, je n'ai rien rajouté par rapport à cette démonstration qui est parfaitement brillante. Je voudrais simplement ici spécialement m'adresser aux militants communistes, car on va leur dire, en cultivant en quelque sorte une sorte de religion du vote littéralement, on va leur dire, eh bien oui, vos ancêtres se sont battus, ils sont morts pour que vous puissiez voter, et donc c'est les trahir que de ne pas aller voter. En réalité, c'est une déformation grave de toute la culture communiste. La culture communiste, elle respecte le vote, elle ne va pas vers le slogan gauchiste, élection piège à con. Ça, on le met de côté. Moi, j'irai voter par exemple au municipal, je serai même candidat sur une liste municipale. Et je crierai à ce moment-là, vive la commune, parce que ça a du sens. Au moment où on veut casser les communes pour mettre en place les métropoles, ça a du sens de voter. Mais de l'autre côté, pas de religion du vote non plus. Comme l'a dit Jacques tout à l'heure, on va voter quand ça peut être utile. On va voter quand d'une manière ou d'une autre, ça peut permettre un certain exercice de la souveraineté populaire. Et là, de quoi va-t-il effectivement s'agir? Tout au contraire. Je vous rappelle que le premier qui est appelé à boycotter un vote au XIXe siècle, c'est Lénine. C'est Lénine qui, en 1906, a appelé à boycotter la Douma que le tsar, face à la révolution de 1905, était en train de mettre en place, non pas pour que le peuple puisse exercer sa souveraineté, mais pour qu'en lui jetant un os, en quelque sorte, eh bien, il puisse tenter d'arrêter le mouvement révolutionnaire. Et donc, quand il a vu que c'était un moyen, non pas pour le peuple d'exercer sa souveraineté, mais tout au contraire, de lui retirer sa révolution, de lui souffler sous le nez sa révolution, il a appelé au boycott de la Douma d'État. Par conséquent, dans la culture communiste, il est totalement faux qu'il y ait toujours eu un appel à ce vote, quelles que soient les circonstances et quels que soient les lieux. Tout à l'heure, Jacques a très bien rappelé la campagne de Jacques Duclos en 1969, le bonnet blanc, blanc bonnet du deuxième tour, et le fait que le Parti communiste à l'époque a fait, et il avait raison de le faire, campagne à la fois contre Pompidou et Poher, pas simplement parce qu'ils étaient de droite, mais parce que derrière Pompidou et Poher, il y avait l'atlantisme, il y avait l'européisme. Pompidou lui-même était déjà dans la rupture de ce point de vue-là avec la stratégie du général de Gaulle, et on l'a très bien vu, puisque c'est sous Pompidou que l'Europe a été élargie, que l'Angleterre est entrée dans l'Union européenne, et ainsi de suite, dans ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque l'Union européenne. Alors aujourd'hui, certes, ce n'est pas blanc bonnet, bonnet blanc, ce n'est pas non plus bonnet rouge, rouge bonnet, puisque malheureusement le bonnet rouge et ses couleurs ont été dévoyés par le MEDEF breton, mais c'est tout de même toujours gros bonnet, bonnet gros. C'est toujours ceux-là, finalement, qui dirigent à l'heure actuelle l'Europe. Dans le cas où vous auriez envie d'aller voter, pour qui pourriez-vous aller voter d'ailleurs? Faisons le tour. Faisons le tour de l'offre politique, comme on dit en termes de marketing, de quelque sorte. Vous avez d'un côté, effectivement, les partis de ce que j'appelle le Parti maastrichtien unique, le PMU. Le PMU, c'est le Parti socialiste, c'est l'UMP, ce sont les Verts, Europe Écologie, qui sont les premiers dans la casse de la nation, qui sont les plus acharnés à casser la France. Et c'est évidemment le centre, ou le prétendu centre, le centre n'est ni à droite ni à gauche, comme le disait Mitterrand, le centre est toujours à droite, comme chacun le sait. Ces gens-là, effectivement, votez pour eux, vous savez très bien, on vient d'en avoir la démonstration avec François Hollande en France même, que ça ne change rien au film, puisque vous aviez adoré la politique de Sarkozy, eh bien, vous en avez une belle petite rallonge avec l'annonce qui vient d'être faite récemment par M. Hollande-Medef, en quelque sorte. Donc, de ce côté-là, je pense que je n'aurai personne à convaincre. Le Front National, certains me disent, y compris quelquefois dans les milieux ouvriers, quelquefois on me dit, oui, d'accord, mais je ne suis pas fasciste, mais je vais voter Front National pour les embêter, contre le système. Vous voyez, vous entendez ce genre de choses, quelquefois autour de nous. Oui, mais ce n'est pas vrai.
D'abord, c'est un vote extrêmement dangereux, bien entendu. Il ne faut pas le banaliser de quelque façon que ce soit. Mais en plus, ça a été dit, et je le redis de façon plus approfondie encore, eh bien, le vote Front National n'est pas un vote anti-système. Le Front National sert à verrouiller le système. Le Front National, c'est la deuxième mâchoire de la tenaille sur le peuple français. D'un côté, le PMU, dont j'ai parlé tout à l'heure, et de l'autre, l'UMPEN, qui est aujourd'hui dans la rue, c'est-à-dire M. Copé, Marine Le Pen et tous ces gens ultra-réactionnaires qui manifestent aujourd'hui ensemble pour supprimer en Espagne et en France, s'ils peuvent y arriver, le droit à l'avortement et par conséquent les conquêtes des femmes. Voilà cette mâchoire sur le peuple français, comme un crocodile avec Marianne qui met sa tête au milieu. Et nous irions là-dedans, effectivement, pour conforter l'une ou l'autre l'un ou l'autre des deux éléments de cette mâchoire. Vous voyez tout au contraire qu'il ne s'agit pas de choisir l'élément de la mâchoire qui va nous dévorer. Il s'agit de briser la mâchoire. Il s'agit de casser la tenaille. Il s'agit de briser l'étau. Et c'est à cela, effectivement, que va servir le boycott. Quant au vote pour le Front de gauche, mais si le Front de gauche, au moins, était capable de dire « nous voulons sortir de l'Union européenne, nous voulons sortir de l'euro », encore pourrions-nous discuter. Il y a des pays en Europe, effectivement, où il y a par exemple des partis communistes qui se présentent à ces élections. Ont-ils raison, ont-ils tort? Je ne vais pas ici trancher, nous sommes en France, et je laisse chaque pays diriger ses affaires comme il le souhaite. Mais en tout cas, dans certains de ces pays, comme par exemple en Grèce, eh bien, le Parti communiste est clairement pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. La question se pose. Alors que chez nous, ce n'est même pas le cas. Si on vote pour le Front de gauche, on n'a pas l'assurance d'avoir des gens qui vont voter contre l'Europe sociale et autres mensonges dont j'ai dit tout à l'heure. Tout au contraire, on va avoir des gens qui vont rabattre vers cette idée que l'on peut effectivement faire quelque chose de positif avec l'Europe. C'est donc ce grave mensonge aussi qu'il faut bousculer, y compris pour libérer les militants communistes, y compris pour libérer les militants du parti de gauche, y compris pour émanciper tous ces gens qui sont de vrais progressistes, qui sont nos frères, qui sont dans la même lutte que nous, en quelque sorte, mais qui se laissent piéger par des slogans qui, depuis 20 ans, ne font que nous conduire de défaite en défaite. Voilà donc ici pourquoi, également, c'est extrêmement important. Et enfin, vote blanc, vote nul. Il est question, en effet, de mettre le vote blanc, de distinguer le vote blanc du vote nul, pour la première fois, comme par hasard, aux élections européennes. Et comment ça se fait, selon vous, que M. Hollande et compagnie rêvent effectivement de nous permettre de voter blanc cette fois-ci, et que les votes blancs soient bel et bien comptabilisés? Sinon parce qu'ils ont, eh bien tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'abstention. Alors ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour rabattre, y compris à coup de vote blanc, sur l'élection européenne. Si vous n'êtes pas d'accord, par exemple, aux élections municipales avec les listes qui vous sont proposées, mais allez voter, et votez blanc. Ou allez voter, et votez nul. Ça voudra dire que vous êtes, qu'il y a encore des communes en France. Là, vous le manifestez en allant voter. Mais en même temps, vous n'êtes pas d'accord avec les candidats. Et bien, vous votez blanc, vous votez nul. Mais si, comme vous, comme nous tous ici, vous n'êtes pas seulement en désaccord avec les candidats, avec les orientations, avec les programmes en quelque sorte, si vous êtes en désaccord fondamental avec la construction européenne, ou plutôt avec la destruction européenne à laquelle nous assistons, à ce moment-là, ce qui est logique, c'est de faire un pas en aval en quelque sorte. Et c'est de dire c'est l'élection elle-même que je ne veux pas. C'est l'Union européenne elle-même que je ne veux pas. Il faut délégitimer l'institution et pas simplement se placer dans l'institution et ensuite regarder quelle est l'offre et choisir dans ce cadre-là. Choisir dans le cadre de ce que l'on va vous proposer, c'est-à-dire aller voter, même si c'est voté nul ou même si c'est voté blanc, c'est en effet mettre le doigt dans l'engrenage. C'est en effet, sans le vouloir, bien entendu, Jacques a tout à fait raison, on ne va pas s'engueuler avec les gens qui feront ce geste. Mais en tout cas, si vous voulez, ce n'est pas être logique. C'est être pleinement inconséquent par rapport au but que l'on veut poursuivre. Alors à partir de là, oui, le mot abstention citoyenne n'est pas une contradiction dans les termes. C'est au contraire le vote dans les conditions actuelles. Quand il s'agit, en votant, de dire d'accord pour le saut fédéral européen, c'est-à-dire d'accord à la mort de la France, d'accord à la casse de la République, d'accord à l'euro-régionalisation, d'accord au tout anglais qui va remplacer le français. Allez voter, si vous êtes d'accord avec ça. Allez voter, et à ce moment-là, eh bien, vous ne ferez pas un vote citoyen. Vous ferez un vote, au contraire, de destitution de la souveraineté. Là-dessus, je veux finir sur l'aspect le plus politique. L'aspect le plus politique, c'est que nous, et notamment nous, syndicalistes, nous sommes dans une situation, actuellement, où nous vivons un grand désarroi. Nous vivons un grand désarroi parce que non seulement ce gouvernement qui se dit de gauche, qui prétendait être contre Sarkozy,
qui avait même promis sur certains points au moins de ralentir le rythme des contre-réformes. Peut-être même, on n'en attendait pas grand-chose, mais peut-être au moins de marquer une pause, ou au moins un ralentissement, en quelque sorte, dans ce qui se passait. Ce gouvernement ne fait qu'accélérer. Comment le peuple de gauche, comme on le dit, ne serait-il pas dans le plus grand désarroi? Comment, quand on est en train de tout délocaliser, quand on est en train de casser les salaires, de casser les retraites, de casser la sécu, et ainsi de suite, comment ce peuple ne serait-il pas complètement désemparé? Surtout quand on le voit, et maintenant il ne faut pas les épargner ceux-là non plus, quand on voit les dirigeants syndicaux, y compris malheureusement ceux de la CGT et de la FSU à laquelle je suis adhérent, eh bien actuellement donc n'ont pas engagé la lutte contre les mesures Hollande, contre le pacte de responsabilité qui donne tout au MEDEF et qui reprend tout aux salariés, mais réclamer des contreparties. Réclamer des contreparties, c'est-à-dire finalement s'insérer dans la logique même du plan Hollande et donc dire bon d'accord, on va donner de l'argent public au MEDEF, mais il faut savoir s'il sera bien utilisé. Comme s'il était logique que l'argent des contribuables, que l'argent de la sécurité sociale, que l'argent des allocations familiales aille abonder le profit privé, simplement qu'il fallait savoir ensuite comment cela va être utilisé. Alors on est devant un grand désarroi. Et ce grand désarroi, comment le casser? Alors bien entendu, on va appeler à la lutte, et je suis le premier à le faire. Partout où nous sommes, nous allons, nous syndicalistes de lutte, nous syndicalistes de classe, appeler à la lutte. Et partout déjà des syndicats pointent le nez de ce point de vue-là et se distancient de leur confédération. Mais ça ne fait pas le poids, ça ne suffit pas. Il faut aussi donner un grand coup de pied dans cette fourmilière. Et ce grand coup de pied, ça sera le boycott. Ce grand coup de pied, ça sera le moment où le peuple reprendra l'initiative. C'est un moment où, effectivement, donc, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, l'oligarchie financière nous convoque à aller voter. Et c'est ce jour-là que nous pouvons lui crier par notre boycott, à condition, bien entendu, de l'associer à toute une série d'actions, d'en faire un acte militant, d'en faire un acte citoyen, et non pas simplement d'aller à la pêche, bien évidemment. Ça sera le moment où, effectivement, le peuple pourra faire, passez-moi l'expression, un gigantesque bras d'honneur à l'oligarchie. Pas seulement en France. Un acte à la fois de défense patriotique de la France, mais un acte internationaliste, puisque je peux vous prédire, vous le savez bien, que dans toute l'Europe, il y aura aussi une abstention extrêmement considérable, et notamment des classes populaires, des classes moyennes et des classes populaires. De ce point de vue-là, il faudra donc articuler notre boycott à toute une série de choses. Premièrement, bien expliquer aux gens que aller voter aux municipales et boycotter les européennes, c'est cohérent. C'est cohérent parce que nous ne sommes ni dans le élection piège à con, qui reviendrait à mettre toutes les élections dans le même sac, alors que justement il faut défendre le triptyque républicain commune, département, État-nation, contre le nouveau triptyque européiste, impérial, à savoir métropole, euro-région, Union européenne et Union transatlantique. On vous présente comme une décentralisation, alors que vous le voyez bien, il s'agit de pousser le pouvoir le plus possible vers le haut, et non pas vers le bas. Donc, il y a cohérence à voter aux municipales et à boycotter les européennes, car les européennes tuent les municipales, les européennes tuent les communes, les européennes tuent la République. Et donc, effectivement, ici, il y a cohérence. Deuxième chose, les luttes, bien entendu. Les luttes, se tourner aussi vers tous ceux qui sont en lutte, par exemple vers Gouttière, vers tous ces gens qui, malgré l'abandon des directions syndicales, font ce qu'ils font dans leurs entreprises, se battent, y compris prennent des risques physiques, des risques sur leur emploi et ainsi de suite. Eh bien, montrons à ces gens, effectivement, qu'il y a un lien entre ce qu'ils subissent et l'Union européenne. Le verrou numéro 1 sur les luttes à l'heure actuelle, le verrou numéro 1 syndicalement, c'est le mensonge de l'Europe sociale. C'est ça qui empêche de faire le tous ensemble. C'est ça qui empêche de nationaliser les luttes, de faire en sorte que le public et le privé, que les différents secteurs publics, l'EDF, la SNCF, l'éducation nationale, la santé, luttent ensemble, puisqu'on ne leur dit jamais qu'il s'agit de la casse de la nation, puisqu'on ne leur dit jamais que construire l'Europe, c'est détruire la France. Construire l'Europe atlantique, l'Europe capitaliste, évidemment, les choses avancent quand même d'une façon intéressante. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Le MPEP a participé récemment à une initiative intéressante, me semble-t-il, à Athènes, avec d'autres mouvements. Nous-mêmes, PRCF, nous sommes membres de ce qu'on appelle l'initiative, tout simplement avec un I majuscule, avec une trentaine de partis communistes, parmi lesquels le Parti communiste de Grèce. Tous ces gens, alors ne vont peut-être pas toujours
jusqu'au boycott. Mais en tout cas, tous se battent pour ce que nous appelons, nous, les 4 sorties. Sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN, avec en finalité la sortie du capitalisme, la construction d'une société nouvelle dans laquelle les travailleurs seront réellement des acteurs. Je conclus. Il me semble ici que nous avons une grande perspective devant nous. Nous avons une grande responsabilité. D'ailleurs, nous sommes relativement nombreux aujourd'hui. Si tout le monde se prend par la main, si nous nous engageons dans cette campagne du boycott partout, en créant des comités dans les départements, en les élargissant, en appelant autour de nous ceux qui sont en lutte, les salariés, mais aussi, pourquoi pas, les artisans, les petits commerçants, etc., tous ces gens-là qu'il faut arracher aux griffes du MEDEF, en quelque sorte. Si nous constituons ce genre de choses, nous pouvons faire germer dans ce pays l'alternative. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'alternative à notre alternative, si l'on peut dire, d'une certaine façon. Sinon quoi? Sinon toujours choisir entre le PS et l'UMP? Sinon choisir entre le parti maastrichtien unique et les croque-mitaines, littéralement, donc de l'UMPEN, avec Jean-François Copé, qui nous annonce déjà qu'il gouvernera selon l'article 16 s'il est élu président de la République, et que par conséquent, il bafouera totalement tout ce qui reste de la démocratie? Sinon quoi? La seule alternative véritable, c'est nous qui allons la construire. Et pour la construire, eh bien, il faut être courageux au début. Il faut affronter peut-être l'euro politiquement correct. Il faut oser dire qu'à un moment, eh bien voilà, non seulement on est contre l'Union européenne, ça on a déjà eu le courage de le dire, non seulement on est contre l'euro, contre l'OTAN, mais en plus, on ose dire qu'il faut appeler à boycotter, qu'il faut appeler à ne pas y aller, qu'il ne faut pas cautionner. Ça s'appelle un acte de rupture. Face à la rupture libérale, la rupture de la France, la rupture de la République, la rupture, effectivement, des droits sociaux acquis par nos anciens au prix du sang, au prix des luttes, et ainsi de suite. La seule position possible, c'est pas simplement de dire on se défend. La position offensive, la position qui ouvre, en quelque sorte, le mur, hein, qui fait la brèche, qui permet de passer ensuite, qui ouvre dans ce pays la perspective, qui fait signe d'une façon telle que les médias ne puissent plus continuer à nous censurer, à censurer ceux qui veulent unir le drapeau rouge, le drapeau tricolore, le drapeau de la classe ouvrière, le drapeau de la nation républicaine naturellement. Eh bien, c'est précisément cette capacité que nous aurons tous ensemble d'occuper le terrain du boycott. Le terrain du boycott, c'est le terrain de la lutte, c'est le terrain de la rupture, c'est le terrain de la résistance, et pour finir, c'est le terrain de la renaissance de la France.